De nombreuses grandes stars de la chanson ont commencé leur carrière avec ces tubes qu'on a tous en mémoire. De nombreuses stars ont été révélées par ces spectacles. Tu vois ces gens comme ça, tous debout et tout, c'est énorme. Je pensais jamais devenir un chanteur populaire comme ça. C'est que ça arrivé naturel, c'est comme un coup de foudre avec le public. Je me suis battu pour, j'ai choisi, mais j'ai de la chance. Tous les matins, je me le dis que j'ai de la chance. On marche plus dans la rue tranquillement, on va plus au restaurant tranquillement, on fait plus ses courses tranquillement, on fait plus rien tranquillement. Des millions de spectateurs, des ventes de disques faramineuses. Comment d'illustres inconnus ont-ils été propulsés au sommet de la gloire? Christophe Maé, juste avant le Roi Soleil, il n'y avait même pas de quoi se payer à manger, payer son loyer. J'ai commencé en faisant la manche en fait sur les trottoirs de Saint-Tropez. Le Roi Soleil, c'est pour Christophe Maé le début d'une incroyable success story. Pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Pourquoi Matt Pokora a-t-il accepté de se mettre en danger en jouant Robin des Bois? C'est le plus gros risque que j'ai pris dans ma carrière. Combien ces artistes gagnent-ils? J'ai payé 600 000 francs d'imposition la première année. Toujours jeunes et beaux, ces chanteurs à la plastique de rêve attirent des milliers de fans. Les jeunes filles sont passées des boys bands aux comédies musicales, aux héros des comédies musicales, quoi, aux princes charmants des comédies musicales. J'ai des fans qui sont là à tous les spectacles pratiquement, et qui sont là tous les soirs et qui attendent. Les fans hystériques se ruent sur leurs idoles. Les gens se jettent sur moi pour m'arracher les cheveux. Nos artistes de comédie musicale sont les rockstars d'hier ou je sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un phénomène de fans qui est assez énorme. Mozart, quand ça a marché, ça a cartonné. Les idoles sont harcelées par les paparazzi. J'ai passé 5 ans de ma vie à être tout le temps dans les médias et tout le temps médiatisée. Moi, j'avais plus de vie privée, j'avais plus rien. Nous allons vous révéler les secrets des coulisses. Je me rappelle, un jour, il me prend à part. On était dans un studio musical et il me dit, voilà, j'ai pris la décision que je ne chanterai pas le rôle des samedis. Caprice, coup de gueule. Il craque, il veut pas son costume, il se trouve ridicule dedans. Je veux être quand même à mon avantage. Là, c'est n'importe quoi. Là, on dirait un caniche né. Sans déconner. Tu me mets comme ça dans le maquis en Corse là-bas. Il me tire des plombs dans le cul. Derrière les paillettes, les batailles d'ego font rage. Christophe s'est révélé formidable. Ça a été terrible pour Emmanuel Moir, parce que la star, c'était Emmanuel Moir. Le succès populaire, c'est quelque chose qui est très, très dur à faire. Les échecs se paient au prix fort. Comment la comédie musicale Cindy a-t-elle brisé la carrière de l'âme? C'est triste à dire, mais ça lui a fait beaucoup de mal. Pourquoi Daniel Lévy a-t-il disparu après les 10 commandements? Tout le monde disait, mais Daniel, ça va être une star, ça va être une star. 20 ans de triomphe, 20 ans de passion. Une créativité toujours renouvelée. C'est une espèce d'euphorie qu'on retrouve que sur scène. Chanteurs, fans et producteurs nous livrent les secrets des stars de la chanson. En 2013, pour la première fois, une énorme star participe à une comédie musicale. Matt Pokora est Robin des Bois. L'annonce de sa participation fait fureur. C'est la première fois qu'un chanteur au sommet de sa gloire accepte de participer à un tel spectacle. Pour moi, la comédie musicale regroupait un peu toutes mes passions, le chant, la danse, la comédie, la performance physique. Loin des plans de carrière, Matt Pokora a fait le choix du cœur. Roberto Surleo se souvient avec émotion du jour où Matt Pokora lui a dit oui. Moi, je travaillais sur le projet depuis 1 an. Un jour, je déjeune avec lui et il me dit « Alors, t'as trouvé ton Robin des Bois ?» Je lui dis « Oui, je l'ai trouvé. » Il y avait sa maman d'ailleurs à table. Il me dit « C'est qui ?» Je dis « Bah, devine. C'est quelqu'un de connu. » « Ah oui, c'est quelqu'un de connu. » Et il me cite tous les chanteurs français. Et je fais une petite blague et sa maman me dit « Mais Matt, j'ai l'impression qu'il parle de toi. » Et là, il s'est mis à rire. Il m'a rappelé 1 heure après en me disant « Roberto, je suis Robin des Bois. » Gilbert Coulier, le célèbre producteur du spectacle, ne remerciera jamais assez Matt Pokora d'avoir accepté le rôle.
En France, c'est la première fois qu'une star consacre du temps à s'investir dans une comédie musicale. Matt, il a été formidable parce qu'il a mis sa carrière entre parenthèses pendant 2 ans, uniquement pour ce projet. Il faut comprendre qu'il y a une contrainte dans la comédie musicale. La comédie musicale, quand vous êtes une chanteuse ou un chanteur installé, ça veut dire que vous faites un break de carrière pendant 2 ans. Aujourd'hui, qui peut se permettre de faire un break de carrière pendant 2 ans à la vitesse à laquelle vous pouvez être remplacé du jour au lendemain? C'est le plus gros risque que j'ai pris dans ma carrière parce que là, je sors complètement de mon contexte. Je prends ce risque parce que j'aime pas m'asseoir sur mes acquis et que j'aime surprendre. J'ai envie de faire voyager les gens qui me suivent et de les transporter dans différents univers. Lorsque Matt Pokora signe pour Robin des Bois, il sort à peine d'un énorme succès avec son album À la poursuite du bonheur, triple disque de platine vendu à 300 000 exemplaires. Pour ce rôle très physique, l'idole des jeunes doit se soumettre à un entraînement sportif intensif pendant plusieurs mois. C'est plus difficile que n'importe quelle séance de musculation que j'ai pu faire dans ma vie. C'est très difficile, c'est un énorme risque pour un artiste, et c'est pour ça que je salue encore Matt Pokora pour Robin des Bois. Parce que c'est un énorme risque de venir à un moment mettre entre parenthèses sa carrière solo. Je suis amené à faire des choses que je maîtrise pas à la base, des acrobaties, tout ça, donc forcément, il y a toujours cette appréhension avant d'y aller. Il y a eu des blessures pendant les entraînements, il y a eu les cervicales une fois pendant 3 semaines où j'ai rien pu faire parce que je suis tombé sur la nuque en faisant un salto arrière. Il y a eu l'épaule en faisant des cordes. Donc voilà, il y a pas mal de petites blessures comme ça, mais bon, ça fait partie du jeu. Dans le petit milieu des producteurs de comédie musicale, les pronostics sont très défavorables. Pour ce spectacle au casting prestigieux, les mauvaises langues prédisent une catastrophe commerciale. Quand on a commencé à savoir que c'était Matt Pokora, on m'a dit « t'es fou, prendre quelqu'un connu, avec déjà son public, ça pourra pas fonctionner puisque tu auras bien son public, mais tu n'iras pas plus loin. » Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Avec son joli sourire et ses pirouettes spectaculaires, Matt Pokora met tout le monde d'accord. Matt Pokora, c'est un chanteur très populaire, très connu, mais au fond, on ne sait pas ce qu'il chante. En revanche, il est populaire, on l'aime beaucoup. Il est sorti d'une émission de télé-réalité, il a gagné, tout le monde l'aime bien. Il jouit vraiment d'un énorme capital popularité. Robin des Bois rafle la mise. 800 000 spectateurs sont venus applaudir Matt Pokora dans la forêt de Sherwood. Bravo, bravo. Si Matt avait continué, on aurait pu faire 3 semaines à Bercy. Ça allait continuer à être un succès pendant 2 ans. Et c'est quelque chose de très rare. Un succès qui tombe à pic car ce spectacle a coûté une véritable petite fortune. Le plus gros budget des comédies musicales, c'était Robin des Bois. Robin des Bois, c'est 12 millions de budget et c'est le record absolu d'une première exploitation. Un record absolu pour Robin des Bois, dont le somptueux décor forestier a coûté à lui seul près de 2 millions d'euros. Sans compter le salaire de Matt Pokora, qui aurait touché 2 000 € par représentation, soit 10 fois plus que le salaire habituel d'un interprète de comédie musicale. Matt Pokora est un cas unique dans l'histoire des comédies musicales. Car d'habitude, les interprètes n'ont pas une telle notoriété, bien au contraire. Ils espèrent que le spectacle les propulsera en haut de l'affiche. Cela fait 20 ans que les comédies musicales sont à la mode en France. 20 ans de tubes et de triomphes. L'envie d'aimer est sans aucun doute la chanson de comédie musicale la plus célèbre. Beaucoup la connaissent sans savoir qu'elle est extraite du spectacle Les 10 Commandements. C'est Pascal Obispo, à la demande du metteur en scène, Elie Chouraki, qui l'a composée comme un hymne à l'amour. Moi, j'ai envie de toucher à tous les projets pour faire toutes les musiques et travailler avec toutes les voix possibles. Cette chanson, interprétée par Daniel Lévy, s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. L'envie d'aimer, c'est une très grande chanson et c'est surtout la rencontre d'un énorme interprète qui allait parfaitement avec cette chanson. Sur l'envie d'aimer, Pascal Obispo dit, et de manière tout à fait humble, qu'il y a
qu'une seule personne qui sait chanter l'envie d'aimer, c'est Daniel Lévy. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant. Il avait le décroché de voix de tête et voix pleine. Ils avaient sa tessiture. Ça sera pleine, nous, voix de tête, des voix de tête, deux mains pleines. Et c'est ça la magie. Et j'ai écouté l'envie d'aimer par d'autres interprètes, notamment par Céline Dion en anglais. Ça reste une très belle chanson, mais il n'y a pas cette magie. Osmose parfaite entre une chanson et un interprète. Un véritable miracle qui a bien failli ne pas avoir lieu. Alors je vais vous raconter une anecdote. L'envie d'aimer, Pascal l'avait destiné à la troupe, au final. Ça devait être un final, ça devait être un chanté par toute la troupe. Et c'était à Méga, en studio. Les découpages étaient essayés, ça ne fonctionnait pas. Il y avait une impasse, c'est Daniel Lévy qui a le culot de dire « Et si j'essayais tout seul, à un moment ?» Et voilà qu'il se met à chanter la chanson tout seul. Et là, c'est magique. Sur scène, Daniel Lévy incarne le personnage du prophète Moïse, un rôle lourd à porter. Le rôle d'un homme exemplaire, un homme qu'on associe aujourd'hui à l'intégrité, à l'authenticité, à la remise en question, à tous ces grands attributs-là. Daniel Lévy prend son rôle très à cœur, à tel point qu'il semble subitement gagné par la spiritualité de son personnage. Daniel, moi, tel que je le connaissais à l'époque, c'était pas quelqu'un de religieux, quoi. Mais le jour où il doit interpréter le rôle de Moïse, là, il se dit, je peux pas interpréter Moïse, qui va parler des 10 commandements et moi-même ne pas les appliquer. Quelques semaines avant le début du spectacle, Daniel Lévy fait une annonce fracassante. Et je me rappelle, il vient me voir, moi, je me rappelle, un jour, il me prend à part, on était dans un studio, Music Live, et il me dit, voilà, j'ai pris la décision que je ne chanterai pas le vendredi samedi. Pour respecter ses convictions religieuses, Daniel Lévy refuse de travailler les vendredis et les samedis. Je trouve que moi j'ai des convictions. Au moment des 10 commandements, il a fallu que je me détermine. J'avais commencé une démarche qui me poussait à rentrer dans une attitude où je pratique mon judaïsme. Quand bien même il y avait un prix fort à payer. La mort dans l'âme, on a accepté en se disant on est foutu. On n'a pas d'autre choix que d'accepter pour que la chanson soit magnifique, mais on est foutu parce que le héros qu'on va médiatiser ne va pas jouer 3 fois par semaine. C'est une anti-star, Daniel Lévy. Et c'est pas lui qui va porter cette comédie musicale. Il est la voix du tube des 10 commandements, mais il ne sera pas forcément le visage des 10 commandements. Parce que ce jeu-là, il n'a pas envie de le jouer. Puisqu'on ne sera jamais. La décision de Daniel Lévy fait le bonheur de sa doublure. Ma joie, c'était de pouvoir déjà faire vivre le rôle et aussi de pouvoir être dans une troupe magnifique. Joshua, il y avait 20 ans, il chantait tous les Shabbats, tous les vendredis, tous les samedis, parce que Daniel ne chantait pas. Personne ne m'a jamais rien dit. Coup de maître des producteurs. Sur scène, Joshua et Daniel Lévy se ressemblent à s'y méprendre. Mais certains, je me rappelle, qui étaient sortis en disant « j'ai adoré, et qu'est-ce que Daniel a bien chanté ?» Je ne sais pas leur dire, c'était pas Daniel, c'est Joshua. La comédie musicale sur la vie de Moïse est un triomphe. 2 millions de spectateurs en un peu moins de 3 ans, dans toute la France, dans toutes les plus grandes salles de France, avec ces salles qui se remplissaient comme par enchantement chaque soir. Je ne croyais pas, tous les soirs, le mardi, le mercredi, c'était complet, 4 000 personnes, mais d'où viennent ces gens? On voyait ces hordes de fans qui descendaient, au Palais des Sports, j'ai vu ça plusieurs fois, qui descendaient les travées et qui allaient vers la scène pour envoyer des fleurs, faire des bisous, comme si c'était un concert. Alors c'est un spectacle musical, c'est une comédie musicale. Daniel Lévy est la star des 10 commandements. Il tente, après le spectacle, de profiter de sa notoriété. Mais il ne tarde pas à retomber dans l'anonymat. Seul son tube est resté célèbre. Tout le monde disait, mais Daniel, ça va être une star, ça va être une star. Le spectacle est une star. Après, c'est compliqué d'avoir une vie d'artiste après un spectacle qui est aussi colossal. Pour Daniel Lévy, c'était une mission impossible. L'envie d'aimer était tellement énorme. C'est un tube, c'est un gold, ce qu'on appelle un énorme gold.
que comment n'importe quelle chanson qu'il aurait faite après, on l'aurait comparée à l'envie d'aimer. Ces albums solos n'ont jamais trouvé leur public. Le chanteur a rapidement sombré dans l'oubli. Il continue d'enregistrer des disques et de faire des concerts. Mais Daniel Lévy n'a plus jamais recroisé la route du succès. Chacun de nos rêves a tout ce que l'on croit. Difficile de comprendre le désamour brutal des fans. Pourquoi abandonnent-ils parfois leurs idoles lorsque les spectacles se terminent? De nombreux interprètes ont été victimes du syndrome Daniel Lévy. Qui se souvient par exemple aujourd'hui de Sébastien Lorca et Sonia Lassène, les vedettes de la comédie musicale Les 1001 vies d'Ali Baba. Aujourd'hui, 17 ans après, le jeune premier Sébastien Lorca fait des reprises de chansons françaises dans des galas. Sonia Lassène, sa partenaire, a vécu un bref comeback dans une célèbre émission de télécrochet. Mais depuis, silence radio. Et pourtant, à chaque fois, tout commence comme un coup de foudre entre les artistes et le public. En 2000, la comédie musicale Roméo et Juliette est un triomphe immédiat. Les producteurs, Gérard Louvain et Daniel Moine, doivent leur succès à leur casting parfait, composé avec une telle exigence que le public ne pouvait que succomber. Les rois du monde vivent au sommet, ils ont la plus belle vue, mais y a un mais. Avec le compositeur, je lui dis, il faut qu'on fasse une chanson où on voit Mercutio, Benvolio, Roméo. Ils vont arriver sur scène tous les trois, beaux gosses, et on va la traiter avec Boys Band, et ce qui a fait le titre Les Rois du Monde, qui a été le plus gros succès de la comédie musicale. Le single se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Les places s'arrachent 3 mois avant le début du spectacle. Les producteurs Gérard Louvain et Daniel Moine sont des hommes heureux. On répétait au Palais des Congrès, et je voyais la caisse. Et je voyais la queue, et j'allais voir, je disais à la dame, mais pourquoi ils sont là? Parce qu'il y a d'autres spectacles. Elle me dit, ils sont tous là pour Roméo et Juliette. Faut pas oublier qu'il y avait eu le film Roméo plus Juliette avec DiCaprio quelques années avant, et c'était un petit peu la même génération qui a vécu le film et puis la comédie musicale. Bonsoir, signor Roméo. Salut à tous deux. Vous nous avez joué d'une charmante manière cette nuit. Que voulez-vous dire? Vous ne comprenez pas? Tu as fait une fugue, Roméo. Une si belle fugue. Pardon, mes amis. Relooké en version cuir et pop, l'histoire de cet amour impossible fait fureur chez les adolescentes. Les jeunes filles sont passées des boys bands aux comédies musicales, aux héros des comédies musicales, quoi, aux princes charmants des comédies musicales. Elles s'accrochent à des chanteurs parce que le chanteur est beau gosse, c'est le physique, c'est la voix, c'est leur style. Mais les fans s'accrochent à ça parce que ça, c'est une aération, elles s'enferment dans dans leur monde, dans leur chambre et regardent les photos, écoutent les titres, regardent les clips et voilà, ça leur apporte un peu de rêve dans un monde qui n'est pas toujours très rose en ce moment. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler le cœur d'un volcan. C'est un modèle pour moi parce qu'il y a très peu de différence, comme je disais, d'âge, ce qui fait que bon, j'arrive à me dire bon, ben, peut-être que je peux faire ça comme elle. Tout a commencé par un casting très exigeant. Conscients que le succès repose en grande partie sur le physique des interprètes, les producteurs veulent un Roméo et une Juliette irréprochables. On a fait la comédie musicale en disant on veut un Roméo qui a 18 ans et une Juliette qui a 16 ans. Et alors là, la difficulté a commencé, quoi.
Si vous avez une jeune fille qui dit je suis vierge, elle en fait 25, ça va moins le faire, on va dire. Et un Roméo qui a l'âge du père, ça va pas. Mais Gérard Louvain et Daniel Moine ne parviennent pas à trouver la jeune fille de leur rêve. 48 heures avant la date où on devait annoncer qui jouait, on n'avait toujours pas la Juliette. Et le dernier jour du casting, le miracle se produit enfin. La très jeune Cécilia Cara se présente à eux. Et on a vu arriver une petite jeune fille de 16 ans, les cheveux défaits, le teint pâle. Physiquement, je dis, c'était elle. Je t'aime, toi, pour que demain... J'avais mis une petite robe à fleurs, je me souviens, ouais, pour le casting. Elle était comme ça, quoi. Elle était fraîche, elle était pure, elle était Juliette. Merci Cécilia Cara. Je pense que j'étais plutôt, à cet âge-là, d'un caractère doux et romantique, oui, je pense. Pas facile non plus de lui dénicher le Roméo idéal. Quand on a fait le casting de Roméo, on s'est dit, bon, celui-là non, celui-là non, celui-là non. Et un jour, on nous avait parlé d'un garçon qu'on connaissait, nous, qu'on avait connu très jeune. Et on nous dit, faut aller le voir dans Notre-Dame de Paris. Il est doublure. Et ils sont venus me voir chanter. Je doublais ce soir-là le rôle de Gringoire. Grand, mince, il avait tout pour porter les costumes de Roméo. Il avait, en plus, sur le visage, il avait la douceur, il avait tout ce qu'il fallait. Mais Gérard a fait cette remarque marrante. Il a dit qu'il a de très grandes dents. C'est très bizarre, il a de très grandes dents. On l'a vu sur scène, des cheveux très longs. Et la voix, on a dit, bon, il faut que ce soit lui, il n'y a pas d'hésitation. Et ils m'ont pris sur Roméo avec les cheveux longs comme ça. Ils ont dit non, ne les coupe pas, c'est original. J'ai eu un Roméo parfait de rêve. Ce casting difficile fait aujourd'hui toute la fierté des producteurs. J'avais vraiment Roméo et Juliette sur scène. Ils étaient adorables. Ils avaient vraiment l'âge du rôle. Et ça a été, c'est une grande partie du succès du spectacle. Hein. Le couple de légende, incarné par Damien Sargue et Cécilia Cara, soulève les passions. C'était la folie, ouais, non, mais c'est vrai que y a ce passage-là où on marche plus dans la rue tranquillement, on va plus au restaurant tranquillement, on fait plus ses courses tranquillement, on fait plus rien tranquillement. Et on fait avec. Et puis j'étais très reconnaissable avec mes cheveux longs quand même, donc on me voyait de loin, quoi. Au début, quand le spectacle a commencé et que la production a pris un garde du corps pour me protéger, pour me suivre, j'ai trouvé ça surprenant. Je crois qu'au début, je me rendais pas vraiment compte. Et puis, au fur et à mesure des tournées, tout ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient. C'est arrivé déjà qu'on soit dans des situations compliquées où, voilà, où des gens se jettent sur moi pour m'arracher les cheveux. Voilà, c'est vraiment, ça a été très rare, mais c'est arrivé déjà. C'est encore quelque chose qui me colle à la peau. Même le soir, quand je vais signer des autographes, les gens disent Roméo, vous serez toujours notre Roméo. Juliette, vous êtes Juliette. C'est quelque chose qui, oui, mais je pense que c'est une image qui nous a tellement collé à la peau qui voilà, je pense que ça va perdurer et en même temps, c'est normal et je pense qu'il y a pire. Cécilia Cara et Damien Sargue ont été les idoles de toute une génération. Beaux et célèbres, sont-ils également devenus riches grâce à Roméo et Juliette? J'ai acheté une voiture. Ça a été mon plus gros achat, on va dire. J'ai payé beaucoup d'impôts. Et puis après, j'ai toujours aimé inviter, me faire plaisir. Donc c'était les restaurants, les bars, je me faisais plaisir, je partais en voyage, voilà. Directeur de casting sur toutes les grosses productions, Bruno Berberès a accepté de nous révéler le salaire moyen des interprètes. Je dirais qu'aujourd'hui, un bon cachet de comédie musicale,
c'est entre 200 et 300 euros. Alors là, je suppose qu'il y a déjà des producteurs qui sont en train de se dire il est devenu fou. Mais non, au Palais des Sports, on va dire qu'il y a un cachet entre 200 et 250, c'est plutôt bien. Puis dans les autres spectacles, ouais, c'est pareil. Alors par contre, l'avantage d'une comédie musicale, ça on ne le dit que rarement, c'est pour un artiste c'est très important parce que ça permet d'avoir un engagement sur une saison entière, généralement. Là où beaucoup d'artistes cachetonnent, font une publicité une journée, un tournage 2 jours, un téléfilm 3 après-midi. Ça vous fait quand même un salaire mensuel qui commence à être intéressant, qui ressemble de plus en plus à un salaire de cadre moyen, voire de cadre supérieur. On va dire que ça commence autour des 1 500 € et ça finit autour des 4 000 € net. La comédie musicale Roméo et Juliette est un triomphe. Cécilia Cara et Damien Sargue ont donc profité de leur salaire pendant plus de 2 ans. Ils ont également gagné beaucoup d'argent sur la vente des disques. Roméo et Juliette a été pour eux un véritable jackpot. La première année, mon premier chèque d'imposition était en francs encore à l'époque. Et j'ai payé 600 000 francs d'imposition la première année. Ça, c'était pas mal. 52%. Donc, je sais pas, j'ai dû gagner un petit peu plus d'1 million dans l'année sur la première année. J'ai dû gagner comme lui, je pense. Enfin, on a fait le même rôle, donc je pense qu'on a dû gagner à peu près la même chose. Je me suis fait plaisir. Je crois que c'est Guitry qui disait ça, qui disait que les vrais riches, ce sont ceux qui dépensent leur argent. J'ai été très très riche. Moi, je suis plutôt du genre, voilà, je suis pas une grosse dépensière. Donc voilà, j'avais mis l'argent de côté, placé mon argent, et plus tard, après, j'ai pu m'acheter un petit appartement et tout ça. Donc voilà. J'ai vu un artiste se prendre un appartement dont le loyer était exactement ce qu'il gagnait par mois. Les interprètes de comédie musicale gagnent très bien leur vie lorsqu'ils jouent sur scène. Mais lorsque le rideau retombe et que le spectacle s'arrête, il faut rebondir. L'Eldorado, réussir en solo. Tous ceux qui ont fait de la comédie musicale, ils ont tous, après, voulu être en avant seuls. Malheureusement, ça ne marche pas toujours. Damien a voulu faire sa carrière solo, mais il a rencontré des difficultés, c'est sûr. J'avais très envie de faire une carrière solo. Et puis, je commence à faire 3 singles. J'ai quelque chose à te dire. Et l'album, enfin, les titres ne rencontrent pas le public, ou le public ne rencontre pas les titres. Enfin, il y a un truc qui ne matche pas. Aujourd'hui, le rôle de Juliette me colle à la peau parce que, ne serait-ce que les maisons de disques, si on a envie de faire un autre style musical comme mes envies à moi qui sont plus vers de la musique teintée latine, et on dit c'est super, mais les gens ils te voient chanter des chansons d'amour romantiques. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est dommage. Alors, elle a joué au théâtre, elle a fait plein de choses, hein. Attention, parce qu'ils vivent tous, elle travaille pas dans une charcuterie, elle travaille toujours dans ce métier. C'est pas parce qu'on n'a pas d'exposition médiatique qu'on n'existe plus. Cette année, Cécilia Cara sort enfin son album. Alors pourquoi d'autres interprètes sont-ils devenus de véritables stars? Comment ont-ils exploité cette expérience à leur profit? Emmanuel Moire et surtout Christophe Mahé ont réussi à se décoller l'étiquette de chanteur de comédie musicale. Être à la hauteur, sans jamais en descendre, et ne pas se défendre, de vouloir... En 2005, l'immense succès du spectacle Le Roi Soleil rejaillit sur ces 2 vedettes. Pour Emmanuel Moire et Christophe Mahé, c'est un tremplin pour la gloire. J'ai jamais eu l'occasion et la chance de pouvoir monter sur scène. Et là, écoute, ça va se passer pendant 3 mois tous les soirs, donc ça va être intense, ça va être cool. Christophe Mahé, c'est l'histoire d'une carrière fulgurante née d'un second rôle dans une comédie musicale. Christophe Mahé, c'est Dove qui l'a rencontré sur une terrasse de café. J'ai commencé en faisant la manche, en fait, sur les trottoirs de Saint-Tropez. Et c'était le but, quoi, de faire la manche et d'être repéré par un producteur. C'est le producteur Dovatia qui a découvert Christophe Mahé. Un jour, je vais dans un bar et j'entends ce mec chanter dans une langue incompréhensible en anglais, mais c'était un anglais à lui. Et ce type avait quelque chose d'incroyable. Il a un grain de voix
jazzy, soul. Il a un truc très ricain, mais qui sonne bien en français, ce qui est assez rare. Lorsque Dovatia croise sa route, Christophe Mahé vit au gré du vent, la guitare en bandoulière. À l'âge de 18 ans, je dis à mes parents, je me casse, je suis musicien et je resterai musicien quoi qu'il arrive. Christophe Mahé, juste avant le Roi Soleil, il n'avait même pas de quoi se payer à manger, payer son loyer. J'ai galéré, mais ça a toujours été de la bonne galère, quoi. Il y a des mois un petit peu plus difficiles que d'autres. Dovatia est immédiatement convaincu d'avoir déniché un talent rare. Il va se battre pour imposer le jeune inconnu dans le rôle du cadet de Louis XIV. Christophe, quand il a été sélectionné, on s'est tous regardés, on a fait waouh. Alors c'est très bizarre parce qu'on a fait waouh, mais il y en a qui ont dit ah non mais moi j'aime pas du tout. D'autres qui ont dit mais vous êtes des malades, c'est génial. Il n'a pas fait l'unanimité. Mais des crabes dans un panier, c'est la société. Il ne plaisait pas à tout le monde parce qu'il n'avait pas ce côté traditionnel comédie musicale. Il avait une voix qui pouvait irriter. Il avait cette tendance à monter dans les aigus, de bêler un peu. Avec Kamel, on y croyait énormément. Donc on a tenu bon et on l'a gardé. Pas facile de convaincre le reste de l'équipe de production, mais le plus dur reste à faire. Convaincre Christophe Mahé d'accepter le rôle qui lui est destiné. Et donc là, vous lui dites, tu veux finir une comédie musicale? Non. Et éventuellement oui en insistant. Et deuxième rôle, tu veux faire le frère du roi, Monsieur le frère du roi, qui est une folle perdue. Donc ça c'est un peu beaucoup une seule fois. Moi, en plus de ça, je joue le frère du roi, qui est monsieur. C'est l'excentrique, il est gay, il marche toujours avec ses mignons. Le frère du roi est un peu efféminé, il est clairement homosexuel, et Mahé, ça ne lui plaisait pas du tout. Ça le gênait de jouer un homosexuel. Et là, on lui a expliqué que dans cette comédie musicale-là, il allait être celui qui allait être joyeux, avec des chansons très rythmées. Christophe Mahé accepte le rôle, mais il regrette vite sa décision lorsqu'il découvre son costume. J'ai le souvenir de l'essayage de cette perruque qui lui descendait, qui descendait jusqu'au talon en fait. Hein. Et quand il l'a essayé pour la première fois, mais il est rentré dans une sorte de début de colère en nous disant mais jamais je mettrai ça, mais vous me prenez pour qui, mais je vais être un clown. Je veux être quand même à mon avantage. Là c'est n'importe quoi. Là on dirait un caniche nain. Tu vois, c'est là où tu te trompes, je te jure. Il craque, il veut pas son costume, il se trouve ridicule dedans. Je fais Christophe, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, mais moi ce costume je le porte pas, j'assume pas ce costume tout en cheveux et tout. Mec, il va trouver une solution. Faut que je sois bien dans les baskets, moi. Sans déconner. Tu me mets comme ça dans le maquis en Corse là-bas, il me tire des plombs dans le cul. Christophe, c'était le Christophe, pas celui d'aujourd'hui, qui s'agit, qui est gentil. À l'époque, c'était le Christophe du sud de la France, le 2000 volts et tout, et qui partait dans tous les sens. Il fait le spectacle, sa première entrée, il est avec ce costume de cheveux. Et là, dans la salle, il y a un « Ah, c'est génial !» Il y a eu un vrai truc. Quand il y a 4000 personnes qui ont une réaction, et donc à la fin du show, je dis « Bon, t'inquiète pas, hein, ton costume, je le retire. » Il me dit « Mais t'es malade, c'est mon costume, je le garde. » Ces extravagances vont lui porter chance. Le second rôle éclipse le Roi Soleil, incarné par Emmanuel Moire. C'est lui d'ailleurs qui a un peu volé la vedette, on va dire, à Emmanuel Moire. Emmanuel Moire avait un très beau personnage, mais Christophe s'est révélé formidable. Très vite, il s'est imposé comme, entre guillemets, le chouchou du public. Ça a été terrible pour Emmanuel Moire, parce que la star, c'était Emmanuel Moire. Celui que les médias portaient et ont porté au départ, c'était Emmanuel Moire. Sauf que très rapidement, c'est Christophe Mahé qui a récupéré les lauriers du succès de cette comédie musicale. C'est sûr que dès la première fois où on a fait le spectacle, il y a eu un truc, il y a un moment de folie qui s'est passé, il y a une magie qui a opéré tout de suite. La comédie musicale Le Roi Soleil est un des plus gros succès du genre. Près d'1,5 million de spectateurs sont venus applaudir Christophe Mahé et Emmanuel Moire. Moi j'ai jamais vécu ça, donc c'est super impressionnant. Tu vois ces gens comme ça, tous debout et tout, c'est... Ce sera pour Christophe Mahé le point de départ d'une incroyable success story. Ça a été une des grosses révélations, si ce n'est la grosse révélation du Roi Soleil. Et il marque encore aujourd'hui, par ses ventes, l'industrie de la musique. Depuis 10 ans, ces tubes
sur tube. Et même quand on lui prédit une fin de carrière, il rebondit. Il est où le bonheur, il est où? Aujourd'hui, Christophe Maé est un des plus gros vendeurs de disques. Il est où le bonheur, il est où? Il remplit les zéniths de France et enchaîne les succès. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. Beau joueur, Emmanuel Moire, qui incarnait pourtant Louis XIV, le rôle principal, s'incline devant la performance de son partenaire. Il le mérite. Christophe, il a du talent. Quand tu vas le voir sur scène, c'est une bête de scène. Paradoxalement, pour Emmanuel Moire, le passage à la carrière solo se révèle beaucoup plus difficile. Quand je prends Christophe Maé, la chance qu'il a, c'est qu'il a eu des tubes sur scène. Il n'est pas énorme. Sa marche est un tube, mais pas aussi énorme que mon essentiel. Je fais de toi mon essentiel. Star de la comédie musicale Le Roi Soleil et interprète du plus gros tube du spectacle, Emmanuel Moire a du mal à s'imposer. Le chanteur traverse une période extrêmement douloureuse. Il doit alors affronter un drame épouvantable. Son frère jumeau Nicolas décède brutalement dans un accident de la route. Quand tu as un frère jumeau, tu viens au monde en étant deux. Donc d'un coup, quand il s'en va, il faut que tu apprennes à vivre tout seul, à remplir la partie qui est partie. Pour se reconstruire, Emmanuel Moire décide de jouer la carte de la vérité. En novembre 2009, il rend public son homosexualité. Il n'y a pas de complexe à être différent. Enfin, ce qui est bien, c'est d'être soi-même, en fait, tout simplement. Rompant définitivement avec son image de chanteur à minette, Emmanuel Moire est lâché par sa maison de disques. En 2011, c'est la reprise sur scène de la prestigieuse comédie musicale Cabaret qui va le remettre en scène. Je crois que je suis loin d'être un jeune premier, en fait. Je suis beaucoup plus rock que je ne pensais. Avec toute ma folie, voilà, j'ai plein de choses que j'ai pas, peut-être que je les ai pas montrées. Et ça arrive au moment où, en fait, j'ai envie de lâcher tout ça, donc c'est parfait. C'est une vraie métamorphose. Emmanuel Moire perd 9 kilos. Sans tabou et sans complexe sur scène, il est l'extravagant et sulfureux meneur de revue des nuits torrides du Kit Kat Club. L'incontournable directeur de casting Bruno Berberès est devenu très ami avec Emmanuel Moire. C'est aussi et surtout celui qui l'a convaincu de réorienter sa carrière. Avec Emmanuel Moire, c'est une grande histoire d'amour, Manu et moi. Mais vraiment, d'amitié, amour. J'ai même été son manager après, pour vous dire. Le soir de la première, le stress retombe. C'est dans les bras de son ami Bruno Berberès qu'Emmanuel s'abandonne à ses émotions. Merci vraiment de m'avoir proposé, c'est drôle. Ça me fait énormément de bien d'avoir un second souffle dans ma vie artistique. Donc, merci infiniment. Allez, bisous. Merci. Paris réussi, Cabaret est un triomphe. C'était le spectacle qu'il me fallait pour reprendre confiance en moi, parce que je l'avais vraiment perdu. Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment. Et pour se débarrasser totalement de ses vieux démons, Emmanuel Moire accepte de s'exposer dans une émission de télévision. Des millions de Français le découvrent chaque semaine, aux côtés de la célèbre danseuse Fovoto. Je pense que le Danser avec les stars a permis à Manu de se libérer et je pense que l'émission a été un bon médicament pour lui, parce qu'il en avait gros sur la patate. Il m'a fallu la peur pour être rassuré. Emmanuel Moire parvient à sublimer sa douleur. Il bouleverse le public avec une chorégraphie en hommage à son frère jumeau disparu. C'était très lame de rasoir au final, parce que il pleurait en répète. Enfin voilà, c'était une vraie thérapie et tout ça. Et du coup, je pense que la danse lui a permis justement d'extérioriser. Et je pense que tout ce chemin-là qu'il a parcouru dans l'émission lui a permis une libération totale.
le couple Fauvoto et Emmanuel Moire a touché le public en plein cœur. Il remporte la 3e saison de Danse avec les stars. Mais du coup, génial pour lui. Cadeau quoi. Fais les choses bien, le bien t'arrive. Fort de ce nouveau succès, Emmanuel Moire relance sa carrière solo. Pourquoi Manu attend quelques années avant de faire un succès en solo? Parce qu'il s'est passé plusieurs années et que les gens ont un peu oublié mon essentiel et qu'ils sont prêts à accepter autre chose. Après des hauts et des bas, Emmanuel Moire a aujourd'hui définitivement renoué avec son public. Entré par la grande porte dans le métier avec le Roi Soleil, le chanteur a tout de suite goûté à la chaleur des bains de foule. Les plus courageux sont arrivés à 9h ce matin et à 15h, la troupe débarque, Emmanuel Moire en tête. Il déplace toujours les foules et c'est toujours impressionnant. J'adore tout ça, donc puis les acteurs, ils sont super. Le Roi Soleil, les artistes, ils étaient adulés. C'était incroyable. Ça crée même des émeutes. Il est venu le temps des cathédrales. Mais le plus gros triomphe, celui qui ne sera jamais égalé, c'est celui de Notre-Dame de Paris en 1998. 11 millions de personnes ont applaudi ce spectacle. Tout le monde connaît les chansons. Ces tubes sont entrés à jamais au panthéon de la culture populaire. Personne n'a oublié les interprétations légendaires de Garou, Hélène Ségara et Patrick Fiori. Je suis Quasimodo, le pape des fous. C'est Notre-Dame de Paris qui a montré que les chanteurs de comédie musicale pouvaient devenir de véritables stars. Ce spectacle, créé par le célèbre parolier québécois Luc Plamondon et le chanteur-compositeur italien Richard Cocciante, est devenu culte. On avait un casting extraordinaire. Quasimodo, le bossu difforme créé par Victor Hugo, est le personnage central du spectacle. C'est ce personnage au physique ingrat qui a propulsé la carrière de Garou. Avant Notre-Dame de Paris, Garou chantait dans le métro et dans les bars au Québec. Il était loin de vivre de sa musique. Je faisais des boulots, j'étais même vidangeur, j'ai fait peintre pour du bâtiment, j'ai fait vendeur de souliers, de fringues, de bijoux. J'ai fait plein de petits boulots comme ça pour arriver à vivre. Mais un soir, alors qu'il chante dans un piano-bar, Garou a rendez-vous avec son destin. Baby, take off your coat. Le célèbre parolier Luc Plamondon est dans la salle. Il tombe sous le charme de la voix rauque du jeune chanteur de blues. Cette soirée a changé sa vie. Je serais peut-être jamais venu en France de ma vie. Et là, j'avais la chance de sauter dans un avion, découvrir Paris, jouer dans une comédie musicale, faire un personnage fabuleux, apprendre le théâtre. Être dans ce truc-là, pour moi, c'était une chance inouïe. Je ne choisis pas des chanteurs dans le but qu'ils deviennent des vedettes. Je ne les ai pas pris en leur disant « vous allez faire une carrière ». Je les prenais parce qu'ils correspondaient au personnage de l'histoire. Plamondon voit tout de suite en lui son Quasimodo. Pourtant, ce rôle, le Québécois a bien failli le refuser, par coquetterie. Lui, il voulait absolument faire le rôle de Frollo. Alors, il a essayé, et lorsqu'on a entendu, Luc et moi, on se regardait, il m'a dit « c'est pas Frollo, c'est Quasimodo, c'est pas autre chose ». Et donc, on lui a dit « pourquoi tu n'essayes pas quelques chansons de Quasimodo ?» Il m'a dit « non, non, je veux pas le faire. Je veux pas faire Quasimodo. » Pourquoi? Parce qu'il est laid. Finalement, ils ont décidé cette semaine qu'on ne mettait presque plus de maquillage. Donc je dois pas être si beau que ça, finalement. Grâce à la comédie musicale, il est devenu en quelques semaines une star de la chanson française. Débarrassé de son accoutrement de Quasimodo, Garou crée la surprise. Les fans découvrent un véritable sex symbole. C'est le terme sex symbole que j'aime pas. Moi, c'est symbole de sexe. Je veux être un symbole de sexe au moment adéquat. C'est très important. Moi, je veux être un symbole d'émotion, je veux être un symbole de musique. Je chante avec mes tripes et un peu avec mon sexe. Chaleureux, généreux et drôle,
Garou séduit spontanément le public. Garou, c'était celui qui parlait le plus, celui qui souriait le plus. Il était très avenant, très sympathique. Un très bon personnage, en tout cas pour les médias, pour la télévision et pour la presse. Je pensais jamais devenir un chanteur populaire comme ça. C'est que ça arrivé naturel, c'est comme un coup de foudre avec le public. Puis pour l'instant, c'est une relation qui dure, tant mieux. Juste après Bohémienne. Bohémienne. C'est pas possible, hein? Pour le rôle d'Esmeralda, Luc Plamondon et Richard Cocciante choisissent une jeune chanteuse qui vient de sortir son premier disque, Hélène Ségara. La jeune femme est convaincue d'être née pour ce rôle de bohémienne. J'ai vécu mon enfance pieds nus, avec mes longs cheveux bruns frisés. Et donc, c'était pour moi, c'était quand même un destin. Et quand j'en ai parlé chez moi, ils m'ont dit « Mais c'est toi, il faut que tu le fasses ». Pourtant, à la veille de la première, Hélène Ségara craint de ne pas être à la hauteur de sa légende. La seule peur que je pourrais avoir, c'est de pas être assez Esmeralda, c'est-à-dire de pas avoir la sensualité que les gens peuvent attendre d'elle, ou la beauté qu'ils attendent d'elle. Mais la belle Hélène ensorcelle le public. Son solo bohémienne devient un tube du spectacle. À chacune de ses apparitions, l'émotion envahit la salle. Totalement bouleversante d'en vivre, Esmeralda recueille tous les suffrages. Grâce à elle, ce titre va devenir un standard de la chanson française. La carrière d'Hélène Ségara explose, la jeune femme est vite dépassée par l'ampleur du phénomène. J'ai passé 5 ans de ma vie à être tout le temps dans les médias et tout le temps médiatisée, alors que je suis plutôt quelqu'un de l'ombre, moi. Et ça me perturbait énormément. Et je ne savais pas comment gérer ça. La vraie blessure pour Hélène, c'est que sur Notre-Dame de Paris, elle va rencontrer un garçon qui est Damien Sargue, qui est un tout jeune homme. Il est doublure à l'époque, il est plus jeune qu'elle. Et une histoire d'amour va naître entre ces deux-là. Damien Sargue a à peine 18 ans et Hélène Ségara en a 10 de plus. La presse People se régale de cette idylle au parfum d'interdit. Sans se faire traiter de cougar, c'est un petit peu l'image qu'Hélène va donner d'elle à ce moment-là, bien involontairement. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Malgré tout, le scandale augmente aussi sa notoriété. Le premier album d'Hélène Ségara, sorti avant la comédie musicale, est réédité et connaît alors un véritable succès populaire. Il y a un avant et un après Notre-Dame de Paris pour Hélène Ségara. L'autre phénomène musical du spectacle, c'est la chanson Belle. Le single se vend à 2 500 000 exemplaires. C'est un succès phénoménal. Aux côtés des deux Québécois, Garou et Daniel Lavoie, le chanteur qui attire tous les regards dans ce trio à succès, c'est Patrick Fiori, un jeune ténor corse. Malgré ces grands yeux noirs qui nous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus seule? La magie, elle est là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Avant d'intégrer la troupe de Luc Plamondon, le jeune chanteur ne jouissait que d'une petite notoriété locale sur son île de beauté. Et il nous chante sa toute nouvelle chanson, Patrick Fiori. Stéphanie, Patrick, c'est à toi. Belle, à douter des dieux, à salir le ciel et des volcans, calmer le feu. Ma boussole, Stéphanie, moi je m'écrase comme un voyou d'Alcatraz. Stéphanie, Titanie.
eh bien, Patrick Fiori, qui est un jeune chanteur qui a beaucoup d'avenir. Elle est comme ces vieilles dames en noir qui portent en elles leur histoire. Son plus grand fait d'armes à l'époque, sa participation à l'Eurovision avec le titre folklorique Mama Corsica. Et même que le bon Dieu, il en était fou amoureux en la dessinant de ses doigts. Mama Corsica, ça fait un peu sourire tout le monde. D'abord le titre de la chanson, Mama Corsica. Mama Corsica, stasera cantiamo in corso per te. Ceux qui ont regardé quand même ce soir-là l'Eurovision et qui ont vu chanter Fiori se souviennent d'une chose, c'est de son brushing. Plus encore que de l'Eurovision. Dans Notre-Dame de Paris, le beau Corse ténébreux incarne le chevalier Phébus. Un rôle de jeune premier qui le plonge tout à coup dans la lumière. Le mot Phébus veut dire soleil, le mot Fiori veut dire fleur. Comme Garou et Hélène Ségara, Patrick Fiori se rend compte très vite que jouer dans cette comédie musicale est la chance de sa vie. Il se donne à fond. Est-ce ma faute si je suis un homme normal? Pour cette chanson-là, pendant la répétition, j'en ai beaucoup souffert. C'est la chanson qui m'a fait maigrir de 7 kilos. La performance vocale est spectaculaire. Mais ce sont pourtant ses exploits sentimentaux qui captivent le public. C'est pas grâce à la chanson et au succès de la chanson que Patrick Fiori va faire la une de Télé 7 jours. C'est grâce à son histoire d'amour avec Lara Fabian. Le couple de jeunes vedettes glamour fascine. Le feuilleton de leur idylle fait vendre des kilomètres de papier. Cette histoire d'amour a permis à Fiori et à Lara Fabian aussi d'ailleurs de devenir vraiment des stars. Après Notre-Dame de Paris, Patrick Fiori n'a plus rien à voir avec le jeune homme qu'il était à ses débuts. C'est vrai que c'est quelque part pour moi un virage énorme. Après l'Eurovision, voilà Notre-Dame de Paris, c'est quand même une belle histoire. Patrick Fiori fait maintenant partie des piliers de la chanson française. Il remplit les plus grandes salles de France, un privilège rare. Pas spécialement un mec à la mode, moi, parce que par définition, la mode, ça se démode. Patrick l'authentique est bien au-dessus des effets de mode. Sa sincérité lui a permis de s'imposer durablement. Je suis privilégié de faire ce métier-là. Je me suis battu pour, j'ai choisi, mais j'ai de la chance. Tous les matins, je me le dis que j'ai de la chance. Hélène Ségara, Garou et Patrick Fiori doivent tout à Notre-Dame de Paris. Le spectacle a transformé comme par magie ces trois inconnus en trois grandes stars. Quand la comédie musicale est un succès, c'est un accélérateur exceptionnel de notoriété. En acceptant le rôle de Salieri dans Mozart, l'opéra rock, Florent Mott ne s'attendait pas non plus à devenir l'idole de milliers de fans. Illustre inconnu au début du spectacle, il a vite basculé dans un monde qu'il ne soupçonnait pas. Mozart, quand ça a marché, ça a cartonné. Et du coup, on a eu plein de fans qui nous ont suivis. Surtout que les fans des comédies musicales, c'est des fans très investis, quoi. À la sortie des salles, des hordes de fans hystériques sont prêts à tout pour approcher leurs idoles. Il y a eu des phénomènes de foule incroyables. Je me souviens de faire un des premiers showcases de Mozart l'Opéra Rock au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées, où il y avait 2-3 000 personnes qui étaient venues pour nous écouter. Tous les interprètes de comédie musicale à succès ont été surpris par l'adoration de leurs fans. Des fans qui aiment leurs idoles sans compter. En pleine folie Notre-Dame de Paris, Daniel Lavoie confie même avoir connu la peur. Mettons, ça peut causer de l'appréhension. J'ai connu des fans qui sont venus 180 fois, toujours dans la première rangée en avant. Et à un certain moment, on se demande un petit peu ce que ça peut donner, ce genre de débordement. C'est certain que ça peut créer une certaine insécurité, mais je ne vous cacherai pas que je suis quand même prudent. Il y a les fans, mais aussi les accros. Marine en fait partie. Sa plus grande passion, 1789, les Amants de la Bastille. Les Amants de la Bastille, que j'ai été voir 45 fois. 45 fois 45 fois. Ça m'a coûté pas mal d'argent, les Amants de la Bastille, parce que je me suis déplacée en province, en plus, pour la tournée. Donc il fallait compter en plus les allers-retours en train, l'hôtel. Là, je vous avoue que je ne saurais pas chiffrer mon aventure.
David habite à Troyes, dans l'Aube. Le péché mignon de David, c'est Résiste, la comédie musicale qui reprend les grands tubes de France Gall. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Alors Résiste, j'ai été la voir environ 30 fois, sur Paris au Palais des Sports, également en province. Je l'ai vu sur Lille, sur Dijon. Je retourne au mois de décembre d'ailleurs la voir pour la dernière. Donc la passion de la comédie musicale Résiste m'a coûté, on peut dire, facilement peut-être 2000 €. Les comédies musicales françaises, Diana les a dans la peau. Chaque année, elle traverse la planète pour voir les nouveaux spectacles parisiens. Je viens du Brésil, São Paulo, pour regarder 3 comédies musicales, Les Trois Mousquetaires, Le Rouge et le Noir et Notre-Dame de Paris. J'aime la musique française. La folie du moment, ce sont les Trois Mousquetaires qui enflamment toutes les grandes scènes de France. La mise en scène spectaculaire séduit le public. Sur scène, c'est un feu d'artifice de danse et d'acrobatie sur fond d'effets spéciaux. Ce qui est extraordinaire avec les Trois Mousquetaires, c'est qu'ils ajoutent en plus des épées, des combats, ce qu'on avait peut-être moins dans d'autres productions. Vous voyez que dans chaque production, dans chaque nouveauté, on essaye d'ajouter quelque chose d'inédit. On retrouve Roméo, alias Damien Sargue. C'est joyeux de faire ce style de spectacle, c'est gratifiant de faire ce spectacle. On est une très belle équipe, on s'entend réellement bien. Mais celui qui recueille tous les suffrages et déchaîne les passions, c'est le jeune Québécois Olivier Dion. Mais ça a été un défi pour moi de masquer un peu mon accent sur scène. Excusez-moi, il me semble que c'est bien assez. Oh, et tu me donnes des leçons de bonne manière? Je le ferai avec plaisir, monsieur. Ça a été quand même du travail pour moi, parce que D'Artagnan n'a pas l'accent québécois. La mise en scène sublime les corps parfaits des interprètes. Un pour tous et tous pour un. La première fois que j'ai vu les costumes des mousquetaires, j'ai vu le mien et je trouvais cette petite chemise très échancrée, tu vois, donc je me suis dit, il va falloir faire du sport. Vous imaginez bien que si on était tous mal foutus avec des sales tronches, je pense que ça plairait peut-être moins. Après, j'ai absolument rien contre les... Oh là là, on va couper cette séquence. Dans ce genre d'entreprise, il vaut mieux ne pas partir seul. Il vaut mieux être 4, au moins. Et ouais. Quand on regarde le casting qu'on a sur les Trois Mousquetaires, on peut dire qu'on a quatre gaillards qui sont quand même agréables à regarder. Quoi. Tu le sais, je l'apprends, que le monde est ce que l'on en fait. Les interprètes féminines des Trois Mousquetaires sont bien conscientes qu'ici, ce sont les rôles masculins qui doivent attirer l'attention. Il est vrai que dans ce métier, même comédie musicale ou soliste, il y a quand même beaucoup de nanas dans la salle. C'est vrai que pour attirer un plus large public, il faut aussi donner envie à notre gente féminine avec des garçons qui sont esthétiquement beaux, parfaits. C'est encore beau? Moi, je suis apparu en France il y a bientôt 2 ans. Et puis avec Danse avec les stars, ça m'a donné aussi une belle porte de visite. Et puis donc, oui, j'ai des fans qui sont là à tous les spectacles pratiquement, et qui sont là tous les soirs et qui attendent. Ça, c'est la seule réponse qu'on a pour vous, de savoir si un spectacle est réussi ou pas, c'est le public. Si le public est content, c'est réussi. Et voilà. Elles sont toutes accrochées à Olivier Dion parce que, bon, il a une belle gueule, il chante bien. Donc c'est le Roméo de l'époque. Le producteur des Trois Mousquetaires a tout fait pour séduire le public féminin, car en matière de comédie musicale, ce sont les femmes qui détiennent la clé du succès. Il est plus facile de s'adresser aux filles, qui vont être fans plus rapidement, qui vont porter le spectacle, qui vont aimer les chansons. Ce sont les femmes qui déclenchent les succès. En général, dans un foyer type, c'est les femmes qui disent on va au théâtre, on va au cinéma, on va au spectacle. Donc, les femmes nous intéressent. Et pour attirer ces dames, les producteurs choisissent toujours des interprètes au physique magnétique. Comme le jeune Louis Delort, star de la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille. C'est les femmes qui achètent les billets pour ce genre de spectacle. Par exemple, ils achètent le match de foot.
Objet de toutes les convoitises, les chanteurs découvrent vite que l'admiration du public féminin se situe bien au-delà de leur performance vocale. J'ai la chance d'avoir de beaux cadeaux. Souvent, ça tourne autour de bouffe et de chocolat. Ça, c'est un problème. Sinon, beaucoup de lettres, beaucoup de témoignages d'amour, des choses très touchantes, en fait. Je reçois des déclarations d'amour de temps en temps. Et je remercie d'ailleurs. C'est toujours assez impressionnant pour moi. J'ai pas l'habitude. Quand on me dit « Est-ce que tu te rends compte que pour moi, t'es beau ?» C'est nouveau, donc je le prends comme je peux. Le physique doux et romantique de Côme, qui incarne Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, déclenche également les passions. Ça me flatte, mais j'ai pas envie qu'on se base que là-dessus, quoi. J'aimerais bien qu'on voit aussi ce qu'il y a de plus intéressant que le physique et ce genre de choses. Claudia, la niçoise, est tombée sous le charme de Côme en regardant une émission de télécrochet. Depuis qu'il se produit sur scène, elle a enfin l'occasion de le voir en chair et en os. J'ai commencé à suivre Côme quand il était sur The Voice. Et en fait, c'est lui qui m'a emmené à ça. Je suis venue voir le spectacle 13 fois, déjà. Mais c'est parce que j'habite loin. Parce que si j'étais à Paris, je pense que je serais venue peut-être chaque séance. C'est possible. C'est bon, c'est pas bon. Elles sont insupportables. Insupportable. C'est bon? Merci les filles. Merci. À demain. Mon ami, il en peut plus. Il en a marre que je monte toutes les semaines, mais de toute façon, il n'a pas le choix. S'il veut que je sois heureuse, il a qu'à... Il le sait que je suis heureuse en venant ici. Donc il me laisse... Il en a marre, mais il me laisse. Chaque soir, les jeunes interprètes du Rouge et le Noir goûtent le moment présent tout en faisant des plans sur la comète. Je pense que c'est vraiment un bon tremplin, oui, une comédie musicale, puisqu'on rencontre les gens viennent voir les comédies musicales en France, que ce soit le grand public ou les professionnels. À 21 ans, Côme espère bien booster sa carrière avec ce spectacle. C'est un tremplin clairement pour moi au niveau de l'exposition et aussi simplement parce que ça me fait mûrir sur plein de choses. Pourtant, Côme annonce la couleur. Il ne renouvellera pas l'expérience. Non, j'aimerais pas refaire de comédie musicale. Non, je recommencerai pas un opéra rock, c'est sûr. Je vais me reconcentrer sur ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire la scène, mon projet solo. Oui, que ce soit sa première et sa dernière, j'en doute pas. Sauf que c'est pas lui qui va décider, c'est la vie. C'est mignon, ils sont tous pareils, quoi. Oui, vous savez, moi aussi, je vais dans une soirée et je dis un seul verre. Hein. Puis je repars bourré, donc j'en sais rien. Et puis lui non plus, il en sait rien. Pour retrouver l'ivresse du succès, 10 ans après Mozart l'opéra rock, Florent Mott endosse le rôle du roi Arthur dans la dernière comédie musicale de Dovatia. Quand on m'a proposé le roi Arthur, je trouvais que c'était bien notamment de refaire une deuxième comédie musicale. Au risque de qu'on me voit comme un chanteur de comédie musicale, c'était bien que j'ai deux rôles différents. Et c'est les comédies musicales qui m'ont révélé, qui m'ont appris le métier, qui m'ont révélé au public, qui m'ont fait mettre un pied dans le milieu, dans l'industrie, dans les labels, etc. Sans les comédies musicales, je ne sais pas si j'aurais réussi. En tout cas, j'aurais pas pris ce chemin-là. Comédie musicale, album solo, Florent Mott est un talentueux touche-à-tout qui assume toutes ses expériences. Je pense que les carrières modernes ressemblent plus à celles de, comme on dit en anglais, des entertainers, qui sont capables de un peu tout faire. Même sans une star à l'affiche, la production d'une comédie musicale coûte toujours cher, très cher. Les budgets se chiffrent forcément en millions d'euros. Notre-Dame de Paris? Le budget de la création, il doit se situer aux alentours de 3 millions d'euros. En 98, donc c'est déjà beaucoup d'argent. Les 10 commandements et ses décors pharaoniques en 2000... Ça a coûté 5 millions d'euros. Et pour la version cuir de Roméo et Juliette, produite par Gérard Louvain... C'était, allez, disons 3 millions d'euros. Je peux me tromper, mais ça doit être à peu près ça. Il y a 15 ans, hein, donc c'est pas la même époque. On dépense beaucoup plus d'argent maintenant. Le Roi Soleil, Mozart l'opéra rock ou 1789 Les Amants de la Bastille...
faut savoir qu'une pré-production en français, c'est 5-6 millions d'euros. Parmi les dernières créations, ce sont les 3 mousquetaires qui coûtent le plus cher. On est sur un budget de à peu près 10 millions d'euros. Il faut être joueur pour se lancer dans l'aventure, car les producteurs qui mettent ces millions sur la table n'ont aucune garantie de récupérer leur mise. Ils sont suspendus au verdict du public. En fait, c'est le lot de notre métier, c'est un petit peu le casino perpétuel. Donc on gagne, on perd. Je dis toujours, quand je vais au casino, parce que je suis un petit peu joueur, enfin petit joueur, j'y vais pas en disant je vais payer mon loyer ou je vais payer une voiture. J'y vais pour jouer. Je sais exactement, j'ai 100 euros, je vais jouer mes 100 euros. Quand je produis un spectacle, je sais combien je vais perdre. Dans ma tête, je dis combien je peux perdre, combien je peux me permettre de perdre. Et à partir de là, c'est une autre démarche. Pour donner vie au spectacle de leurs rêves, certains producteurs sont prêts à prendre tous les risques. Moi, je pensais qu'au début, on montait un spectacle musical comme on monte un film, donc que je trouverais des financements, et pas du tout. J'ai été obligé à un moment de mettre ma maison au clou, de trouver de l'argent à la banque en donnant des garanties personnelles, et donc j'ai vraiment fait seul. Alors après, j'ai eu une banque qui m'a suivi à l'époque, j'ai donné toutes mes garanties, j'ai donné mon catalogue de films, j'avais tous mes films, et j'ai donné ma maison que j'avais achetée, qui était ma maison. Donc j'ai vraiment mis toute ma fortune dans tout ce que j'avais acquis après 30 ans de travail, et je l'ai mis dedans, sans le dire à ma femme d'ailleurs à l'époque. Et lorsque le spectacle est enfin sur scène, chaque soir c'est l'angoisse du fauteuil vide. Je ne demande jamais les chiffres. Donc quand je viens, je vois, je ne sais pas si la salle est remplie, surprise, surprise. Ouh là là, c'est grand. Je me rappellerai toujours un jour, j'avais envoyé Spécial qui était venu faire une interview en province. Et il était, je crois que c'était à Orléans, dans un zénith où c'était bourré, il y avait 3000 personnes. 3500 à peu près, un zénith. Et on était sur scène avec le reporter qui filmait les coulisses et qui me dit quand même, hein, qu'est-ce que vous devez gagner comme argent? Je lui dis, je ouvre un petit peu le rideau, je voyais, monsieur, il y a 3000 personnes, il m'en faut 2500 pour pas perdre d'argent. Donc c'est quand même un risque. Il m'en faut un peu plus que 2500. Mais si j'ai pas les 2500, je me plante, quoi. Donc il y a toujours un risque. Les comédies musicales se jouent sur les plus grandes scènes de France. Ces immenses salles se louent chaque soir à prix d'or. La plus chère, évidemment, c'est Bercy, l'Accor Hotel Arena. Ça coûte à peu près 100 000 euros de louer tout, parce qu'il y a la sécurité, il y a les ouvreuses, il y a tout, quoi. Et pour le Palais des Congrès, vous comptez à peu près 10 euros par place. Donc s'il y a 3000 places, c'est 30 000. Donc c'est à peu près ça. L'addition monte très vite. Les postes de dépenses sont nombreux. Les producteurs travaillent l'œil sur la calculatrice. Quand vous mettez l'argent sur la table et qu'on vous dit il faut tant pour les lumières, tant pour le son, tant pour les costumes, tant pour les interprètes, tant pour les danseurs, vous dormez pas tous les soirs, quoi. Vous dites ça fait combien là, on en est à combien? Producteur de comédie musicale est donc un métier à haut risque où personne n'est à l'abri des échecs. En 2002, alors que le triomphe de Notre-Dame de Paris se poursuit à l'étranger, la nouvelle création de Luc Plamondon court à la catastrophe. J'ai vécu, dans l'espace de 4 ans, le haut sommet et le plus bas sommet de ma vie. C'est-à-dire un jour on est un dieu, puis le lendemain on est un paria. Cindy, c'est l'histoire de Cendrillon transposée dans l'univers des banlieues. Un décor conceptuel bâti autour d'un arbre articulé, des danses irlandaises, des costumes disco et des chorégraphies techno hip-hop. Pour incarner Cendrillon, les producteurs ont choisi la chanteuse Lame, tout juste auréolée de son succès avec son titre « Chanter pour ceux ». Mais malgré cette tête d'affiche, le public n'a pas envie de voir Cindy. Cindy, c'est la comédie musicale qui a fait le plus gros flop de toutes les comédies musicales. Ça a été une catastrophe. L'échec de Cindy est un tout. La qualité des chansons, l'histoire. Le grand érable argenté a perdu toutes ses feuilles. Plus personne pour m'appeler son petit écureuil. Bah, t'as pas envie de le voir, quoi. C'est aussi bête que ça, t'as pas envie de le voir. Tu te dis, moi, je m'en fous. Les critiques pleuvent et le public boude le spectacle.
C'était très très violent. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient même pas vu le spectacle, qui le dénigraient à la radio et à la télévision, dans toute la ville, et qui n'avaient même pas pris la peine de venir voir le spectacle. Derrière ses lunettes noires, qui laissent à peine deviner ses yeux. 100 000 spectateurs seulement viennent applaudir Cindy au Palais des Congrès. Pour expliquer l'échec commercial, c'est l'âme qui est montrée du doigt. Elle a fait ce qu'elle pouvait, l'âme, avec ses moyens vocaux, avec ses moyens... C'est pas une actrice, on le sait bien, ça se saurait. C'était une grande chanteuse, enfin grande chanteuse, c'était une belle chanteuse à l'époque, elle était connue. Sauf que c'était indigent au niveau de l'histoire, de la façon dont elle s'était racontée. Et tout d'un coup, penser que le public est sacrément prêt pour qu'une petite blondinette se retrouve en petite beurette de banlieue, je suis pas sûr. Aujourd'hui encore, Luc Plamondon défend son casting. Non, le choix de l'âme, il était formidable. Mais pourquoi vous avez pris une arabe pour faire Cendrillon? C'était très choquant d'entendre ça. Parce que elle était formidable et elle chantait super bien. Les journalistes se sont déchaînés. Déchaînés contre la comédie musicale, mais déchaînés contre l'âme. Elle en a pris plein la tête. J'ai même l'impression qu'à l'époque, la presse en a profité pour se la faire, quoi. On l'a presque rendue responsable de cet échec. L'âme n'a plus jamais participé à une comédie musicale. Cindy est un mauvais souvenir qu'elle préfère ne plus évoquer. Elle s'en est jamais vraiment remise. C'est triste à dire, mais ça lui a fait beaucoup de mal. Jouer devant une salle vide, c'est terrible. Alors c'est très difficile au cinéma quand la salle est vide, mais on ne le sent pas. Vous n'êtes pas dans la salle. Quand vous êtes un artiste et que la salle n'est pas pleine, vous le voyez tout de suite. Personne n'accepte de chiffrer le montant des pertes sur ce spectacle. Cindy, en termes financiers, c'est largement négatif, tout à fait. La vie de producteur, c'est de savoir encaisser des défaites et des pertes et de gagner de l'argent sur d'autres spectacles. Et ça permet de continuer à créer des œuvres. C'est finalement grâce aux tournées triomphales à l'étranger de Notre-Dame de Paris que les producteurs ont pu éponger les dettes de Cindy. C'est le métier de producteur. Si on avait la recette pour faire des succès à chaque fois, on en ferait tous les jours. On ne s'arrêterait pas, il n'y aura pas de raison de s'arrêter. L'échec de Cindy est le premier d'une longue série. Après les succès, s'ouvre une période noire pour les comédies musicales. C'est une époque où la comédie musicale est déjà en désuétude dans la tête des gens. C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé après Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris et Les 10 Commandements ne servait à rien. En 2004, Spartacus le gladiateur est un bide. Pour sa nouvelle comédie musicale, Elie Chouraki a pourtant fait appel à une star de la chanson française, Maxime Le Forestier. Ça a fait 150 000 spectateurs, c'est pas rien. Mais c'est pas suffisant pour le coût de production que les financiers de Chouraki avaient mis. Donc voilà, ça s'arrête. La production prend rapidement la décision d'annuler la tournée en province. J'étais aux abois, j'avais dit à Pascal Nègre, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais si, il faut partir en tournée. J'ai dit, Pascal, c'est bien gentil, mais moi, je paye tous les soirs. Il faut que je paye tout le monde tous les soirs. Je peux pas continuer comme ça. Je vais être ruiné, et voilà. Donc on a arrêté, ça m'a fait beaucoup de peine. Elie Chouraki est aujourd'hui persuadé que si le spectacle n'a pas marché, c'est à cause des chansons. Le spectacle est magnifique, mais Maxime Le Forestier a fait une musique qui était superbe, mais qui n'était pas populaire. Et j'ai eu tort. J'aurais dû dire on arrête, je refais la musique, mais en même temps, j'adore Maxime Le Forestier. Et puis surtout, Spartacus était violent en plus. Donc on n'était pas prêt à voir ça, ça n'a pas touché les gens. Enfin, ils ont raté leur communication. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. La plus grosse catastrophe de cette période, c'est le spectacle de François Valéry, L'ombre d'un géant. Le chanteur du tube Aimons-nous vivants
décide de se lancer dans la production de comédies musicales. Moi, la première fois que j'ai fait l'Olympia, le toubib est venu à 8h moins de quart me faire une figure. Et c'est grâce à son propre argent que le spectacle voit le jour. Cette histoire m'a tellement été me faire chercher des choses au fond de moi que je devais lui donner la vie. Et ce soir, cet enfant va naître devant le public. Je suis allé voir le spectacle, il était assis à côté de moi, il me tenait la main. Je savais qu'il allait dans le mur. Parce que c'était bien comme spectacle. Mais un spectacle, il ne s'agit pas qu'il soit bien, il s'agit qu'il soit très très bien. Le spectacle est accueilli tièdement. L'histoire était quand même assez basique, hein. C'était Serge Gainsbourg, quoi. Enfin, le mec, il s'était inspiré de Gainsbourg. Sans les chansons de Gainsbourg, ça, c'était embêtant. Au bout de 43 représentations, François Valéry est brutalement lâché par sa banque. Seul, sans un sou, il est obligé d'abandonner le spectacle. C'est un échec total, un gouffre financier total, et François Valéry se retrouve endetté jusqu'au cou. Cette affaire l'entraîne dans une infernale spirale judiciaire qui le plonge dans une grave dépression. 6 ans de procédure dont il sort finalement vainqueur. L'immense star retrouve alors l'inspiration. Je vais vous dire la vérité. J'ai recommencé à écrire. Je vais vous donner la date exacte. Le 20 mars 2008, quand la justice m'a rendu mes droits. Le chanteur de variété aux 35 millions de disques vendus renaît de ses cendres et revient fièrement en 2014 avec un titre techno. François Valéry, il n'est pas tout jeune, hein, il lâche pas le morceau. Bon an, mal an, il va vers les 70 ans quand même, hein, papy. Et lui, il nous sert encore des DJ qui font danser le monde. Je ne sais pas si c'est totalement de son âge. Alors le retour musical est un peu raté. Le tube, il n'y a pas. Mais en revanche, il y aura beaucoup de vues sur Internet. Mais malheureusement, on va un petit peu se moquer de lui. J'avais oublié même que la chance avait du cœur et que le cœur avait aussi la chance d'avoir un frère et une sœur qu'on appelle musique. Les échecs dramatiques comme celui de François Valéry font peur. Au début des années 2000, les vocations de producteurs de comédie musicale se font rares. Il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs, tellement d'échecs qu'à un moment, tout le monde s'est dit, la comédie musicale, c'est fini, c'est terminé. Et plus personne n'en faisait. Quand on est arrivé en 2005 avec Le Roi Soleil, donc en 2004, un an avant, il n'y avait aucun autre projet. La comédie musicale sur la vie de Louis XIV, créée par le duo de producteurs Dovatia et Albert Cohen, est une réussite éclatante. Et alors là, c'est le renouveau total. On assiste là à un vrai show, chorégraphié, mis en scène, visuellement très joli, avec des effets spéciaux. Et donc là, forcément, force est de constater que Albert Cohen et Dovatia ont réussi leur pari, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose sur scène. Le binôme, qui s'était formé en 2000 au moment de la production des 10 commandements, enchaîne les créations et les succès. Après le triomphe du Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock et 1789 Les Amants de la Bastille enflamment le public. Albert Cohen et Dovatia ont su à chaque fois renouveler l'appétit, la curiosité du public, avec toujours des thématiques très larges. Ils ont inventé une sous-catégorie de comédie musicale. Je crois qu'on peut dire qu'il y a les productions de Dovatia et d'Albert Cohen. C'est incontestable. Et on fait confiance à Dovatia. On fait confiance à Dovatia, on a su pour Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock. C'est ça. On connaît toutes ces comédies musicales et c'est notre grand héros. Albert et moi, on a eu de la chance. Hein. Non, je pense qu'avec Dove, nos deux noms résonnent dans le genre. Ça fait 20 ans qu'on occupe des scènes parisiennes et autres. Donc, il semblerait qu'on ait marqué une certaine catégorie de public qu'on appelle les fans. Mais en novembre 2013, alors que la comédie musicale 1789 Les Amants de la Bastille triomphe sur la scène du Palais des Sports, un drame effroyable se produit en coulisses. Une explosion accidentelle provoque la mort du directeur technique, Marcus Toledano. À Paris, un hommage a été rendu cet après-midi au directeur technique victime de l'explosion avant-hier au Palais des Sports. Vous le voyez, des jeunes et des spectateurs sont venus spontanément déposer des fleurs. Ce père de famille de 41 ans était un fidèle collaborateur de Dovatia et Albert Cohen.
Les deux producteurs doivent affronter publiquement l'horreur de la situation. Nous avons perdu dans la nuit notre directeur technique, voilà. Donc évidemment que tous nos efforts vont aujourd'hui vers la famille, son accompagnement permanent dans un moment que vous imaginez évidemment difficile. Dovatia est terriblement ébranlé. J'étais à ses côtés jusqu'à la fin et puis j'ai très mal vécu et même aujourd'hui, j'en fais des cauchemars. Voilà, on fait pas du spectacle pour le malheur, on fait du spectacle pour donner du bonheur aux gens. Et voilà, un accident, voilà, c'est la vie, c'est le destin. On a beau faire le film 1000 fois dans sa tête, mais voilà, c'est arrivé. Je sais que ça l'a traumatisé, qu'il voulait un moment arrêter, qu'il savait pas s'il allait continuer. Dove n'est pas du tout quelqu'un de cynique, c'est vraiment quelqu'un de sincère. Il est animé par la passion, par l'amitié, c'est quelqu'un de très attachant. Depuis ce drame, Dovatia et Albert Cohen n'ont pas retravaillé ensemble. Aujourd'hui, si vous me posez la question, non, aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire de comédie musicale. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans un an, je n'aurai pas l'envie. Voilà, vous savez, je ne vais pas mentir jamais, je dirai jamais, je ne fais pas de la politique. Donc, je dis simplement, c'est un état. Aujourd'hui, j'en ai pas envie. De son côté, Albert Cohen s'est lancé dans la production du Rouge et le Noir. Fini les immenses salles et la démesure. Pour cet opéra rock, il a choisi de jouer la carte de la proximité dans la petite salle intimiste du Palace. On ne peut pas aujourd'hui espérer remplir un palais des sports de 4000 places comme on le faisait il y a 10 ans en étant seul. Aujourd'hui, avec 14 spectacles, ça devient un peu plus compliqué. Donc il y a une raison artistique et une raison économique également qu'il ne faut pas ignorer. Jamais il n'y a eu autant de spectacles musicaux à l'affiche. La concurrence est rude. Le petit nouveau, c'est Valérie Zetoun. Il se lance pour la première fois dans la comédie musicale. Une pratique contre nature pour le producteur connu du grand public pour sa participation à l'émission Popstar. Je déteste les comédies musicales. Ça me saoule. J'aime pas ça. Voilà, me demander à moi d'aller voir une comédie musicale, c'est comme demander à un gamin d'ouvrir un restaurant spécialisé dans les épinards. Un été 44 est un spectacle qui se veut différent. Valérie Zetoun ne veut pas faire une comédie musicale à la française. Si vous voulez, ce qui me gêne, moi, c'est quand ça chante et que ça gueule pendant 2 heures et que tout ça est fait au détriment de l'histoire. Moi, j'aime les histoires bien racontées. Cette histoire du débarquement a été composée par les plus grands. Entre autres, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier, Yves Duteil. Je crois que la France a réinventé la comédie musicale à la française. Un casting d'auteurs ultra prestigieux qui a permis à Valérie Zetoun d'organiser une soirée de première très chic et très people. J'adore les comédies musicales. Je trouve que Valérie Zetoun, c'est souvent quelqu'un qui a un flair incroyable, qui a une exigence des choses et un vrai goût pour les belles mélodies et les belles chansons. C'est familial, ça dure pas trop longtemps. Et c'est distrayant et voilà, donc je pense que c'est normal que ça plaise. Nous sommes de bons producteurs de comédie musicale en France. Il y en a une qui se crée presque tous les jours. Jusqu'ici, j'ai vu de très belles choses en comédie musicale. Il y en a beaucoup qui sont des copains et qui m'ont dit honnêtement, Valérie, on est venu à reculons, on est venu pour toi. Mais là, on part, on est sur un nuage parce que ton spectacle, il est formidable. Et je sais que c'était vrai. Autre nouveauté dans le paysage de la comédie musicale, un spectacle tout en danse porté par la star de la télé, Fovoto. Pour ce remake de Saturday Night Fever, le producteur mise tout sur le capital sympathie de sa tête d'affiche. Un spectacle musical de danse porté par celle qui représente la danse en ce moment, qui est Fovoto, que tous les Français adorent. Vous pouvez vous balader n'importe où avec elle, dans le moindre village, au fin fond de l'Enfance ou sur les Champs-Élysées. Il y a un amour pour cette fille. C'est un peu l'équivalent de Matt Pokora dans Les Danseurs. Elle a quelque chose de fabuleux. Pourquoi je plais autant, je sais pas. Je pense que je suis très nature. Je suis pareil dans la vie comme à l'écran, je pense. Donc c'est pour ça que les gens... Et puis je suis pas méchante, je suis un peu trop gentille. Et si Paris devenait la 3e capitale mondiale des comédies musicales ?
c'est le rêve que caressent les plus grands producteurs de spectacles. Plus on aura proposé des spectacles de qualité, plus on donnera envie aux gens de venir voir nos spectacles. Et ça, c'est un élément fondamental pour moi. Donc oui, Paris est et deviendra encore plus fort dans les années à venir si les producteurs se donnent les moyens de produire et de proposer des offres de qualité. Depuis plus de 10 ans, le théâtre Mogador adapte en français les grands succès de Broadway. Des marques connues qui attirent le public, Cats, Sister Act et le très festif Mamma Mia. Mamma Mia en étant la plus belle représentation puisqu'on a généré plus de 110 000 billets vendus avant même le démarrage du spectacle. Donc le succès était déjà là avant même qu'on ait ouvert le rideau. Au Théâtre du Châtelet, on met la barre très haut. Les standards des comédies musicales des grandes heures de Broadway sont mis en scène en version originale. Dans la comédie musicale, il y a toute une série de choses, mais dans le foot, vous avez la Ligue 1, la Ligue 2, voilà, donc il y a, si vous voulez, des différents niveaux, des différentes... Mais ce qui est bien, c'est de penser aussi que tout ça crée de l'excitation et que le public peut passer au fur et à mesure à la Champions League. Donc voilà, nous on est un peu Champions League. Mais dans le cœur du public, les deux grands spectacles qui ont déclenché la folie des comédies musicales françaises gardent une place toute particulière. Leur grand retour cette année est un événement. Notre-Dame de Paris revient sur la scène de ses débuts. Pour reprendre le flambeau, de jeunes et talentueux interprètes forment la nouvelle troupe. Pour jouer le rôle très convoité d'Esmeralda, c'est la belle Libanaise Hiba qui a été choisie. J'aime beaucoup ce spectacle. C'est pour ça que je rêvais de jouer Esmeralda un jour. Je continuerai mon errance. Tous les chanteurs qui ont déjà joué cette comédie musicale ont eu beaucoup de succès, ils l'ont très bien fait. Donc bien sûr, on a une très grande responsabilité. Le Québécois Daniel Lavoie est le seul chanteur issu du casting originel. Son rôle de Frollo, le prêtre torturé d'amour pour Esmeralda, lui colle à la peau. J'ai vraiment hésité beaucoup. Et puis à un certain moment, l'idée folle de repartir dans cette chose m'a prise. Je poserai mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore d'ouvrir Notre-Dame? Hasard du calendrier ou stratégie commerciale de producteur, Les 10 Commandements, l'autre grand succès français, fait son grand retour au même moment à Paris. Je crois qu'ils ont voulu nous faire une petite chambette. Autrement dit en français, un sale coup. Pour être bien sûr d'attirer l'attention, le producteur et metteur en scène Elie Chouraki crée l'événement en s'installant 4 soirs de suite dans la plus grande salle de spectacle parisienne, Bercy, l'Hôtel Accor Arena. Un sacré défi quand on sait que la salle peut accueillir 8000 spectateurs. Je suis un peu givré, mais enfin bon. En même temps, je vais vous dire une chose. Ce que je me suis dit, c'est que une vie d'artiste, entre guillemets, c'est aussi parfois, de temps en temps, pour vivre des moments comme celui-là. Régalez-vous, amis. Faire Bercy à l'Accor Hotel Arena avec les 10 commandements, devant ces milliers de personnes, c'est quand même quelque chose d'inimaginable. Quand on fait comme Sting, ou comme Madonna, ou comme Springsteen, ou comme des gens comme ça, on se dit c'est pas mal avec le spectacle. Aujourd'hui, Elie Chouraki est seul aux commandes et, surprise, il se présente désormais comme l'unique créateur du spectacle. Vous savez, le succès a beaucoup de pères, l'échec est orpheline. Et là, quand j'ai fait les 10 commandements, tout d'un coup, tout le monde l'avait produit, tout le monde l'avait mis en scène, tout le monde l'avait écrit, tout le monde l'avait fait. Non, j'ai produit, mis en scène, j'ai eu l'idée originale, j'ai écrit le livret, j'ai fait les 10 commandements. Elie Chouraki est très fier de son décor gigantesque et de sa mise en scène spectaculaire.
Pourtant, en 2000, ils étaient bien 3 à poser comme producteurs sur le programme du spectacle. Elie Chouraki n'aurait pas prévenu ses anciens partenaires du retour des 10 commandements. Dovatia et Albert Cohen sont totalement absents de l'affiche. Il a décidé de le faire selon ses critères et selon ses méthodes qui ne sont pas forcément les miennes, ou les nôtres en tout cas. Il a demandé l'avis à personne, et il l'a fait. Alors, il a certainement le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Encore une fois, c'est le public décidera. C'est très dur de parler du retour des 10 commandements parce que c'est un spectacle que j'adore. C'est juste, en tant que faisant partie de ceux qui ont créé ce spectacle, avec Albert, on aurait aimé juste être au courant. J'en dirai pas plus. Peu importe les guerres en coulisses, sur scène, c'est toujours l'amour qui triomphe. Sur le final des 10 commandements, c'est toute la salle qui reprend en chœur l'envie d'aimer. Au fil des années, cet hymne à l'amour est devenu culte. 17 ans après la première, Josh High, l'ancienne doublure de Daniel Lévy, est aujourd'hui titulaire du rôle de Moïse. C'est une chanson qui est connue, c'est un air qui est connu, c'est des paroles que tout le monde peut, entre guillemets, percevoir et ressentir. Donc c'est un peu plus que du bonheur, c'est une exaltation. On vient pour entendre des chansons, pour avoir une émotion, du plaisir, une exaltation. Quand vous avez vu les 10 commandements, vous avez vu ce qui se passe. Il y a des frissons qui passent parce qu'il y a cette harmonie entre ce qu'on voit sur scène, ce qu'on entend, et puis il y a cette espèce d'émotion qui grandit, et qui explose à la fin avec l'envie d'aimer. La magie des 10 commandements opère comme au premier jour. C'était parfait. C'était parfait. Ils étaient parfaits, le public était parfait. Voilà, c'était parfait donc. Des grands moments d'émotion qui font battre le cœur du public depuis 20 ans. La comédie musicale à la française s'est imposée comme le spectacle populaire par excellence.